Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme, ça c'est le prétexte parfait. Michel Colomb, vous êtes le fondateur et le directeur du site d'information Investigation. Vous vous êtes fait connaître auprès du grand public pour votre dénonciation de l'intervention occidentale en Libye en 2011. Que pensez alors de la situation en Algérie à l'heure actuelle ? Je pense que l'Algérie reproduit le schéma que j'ai analysé à propos de la Libye, et avant cela pour l'Irak, pour la Yougoslavie, il y a la Syrie, il y a le Venezuela. En fait, vous avez une tentative de contrôle par les grandes puissances, les États-Unis, la France, qui veulent contrôler les ressources pétrolières et gazières très importantes dans le cas de l'Algérie, qui veulent contrôler des positions stratégiques, qui veulent aussi contrôler une zone essentielle de ressources, le Sahara, l'uranium du Niger, etc., et qui donc essayent de profiter d'événements et de revendications qui peuvent être légitimes, dans le cas de l'Algérie, il y en a certainement, pour installer leurs pions, leurs marionnettes et contrôler le pays comme ils le font dans énormément de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc vous pensez que la position française, à l'heure actuelle, très prudente sur l'Algérie, peut se comprendre de cette façon ? Est-ce que vous parlez de la position française officielle ou de ce qu'ils font dans les coulisses ? Officielle et dans les coulisses. De ce qu'ils font dans les coulisses, parce que ce n'est pas la même chose. Et justement, il faut bien distinguer. Au niveau de l'officiel, il faut bien se dire qu'il y a une grande rivalité, comme dans toute l'Afrique, entre les États-Unis et la France, qui en apparence sont des grands copains, mais en réalité se battent pour les parts de marché, le contrôle des ressources, etc. Et donc, il y a une grande bataille avec les services secrets très actifs pour essayer de récupérer les choses. Maintenant, la France, comme tout le monde, se pose des questions. Comment ça va tourner ? Est-ce qu'il va y avoir une révolution de palais ? Est-ce qu'il va y avoir ce que les États-Unis font un peu partout, des regime change, installation de marionnettes ? Et donc, la France, pour l'instant, peut-être joue plusieurs chevaux à la fois, ne sait pas très bien qui va l'emporter. Mais en tout cas, une chose est sûre, la France n'est pas l'ami du peuple algérien. Je parle de la France de Paris, de la France de Macron, de la France des multinationales qui sont derrière. Ça n'est pas l'ami des peuples. Et donc, pour moi, c'est la méfiance. Il y a tellement d'exemples où la France, comme les États-Unis, comme la Belgique, je ne veux pas oublier, se sont présentés en humanitaire, on va faire le bien des peuples, on va apporter la démocratie, et puis ils apportent juste plus de dépendance, donc plus de pauvreté. En fait, toujours du colonialisme. Pour moi, on n'est pas sorti du colonialisme, en fait. Donc vous n'êtes pas favorable à ce nouveau printemps arabe en Algérie ? Alors ça dépend ce qu'on entend par là. Si des peuples se mobilisent pour obtenir plus de démocratie, un partage des richesses honnêtes, et pas comme maintenant, tout dans certaines poches et les autres qui n'ont pas de boulot, et l'utilisation des ressources nationales, des ressources minières et autres, pour apporter du social aux gens, je suis à fond pour, à fond. Les peuples ont le droit de décider qui doit les diriger, qu'est-ce qu'il faut faire avec leur argent, leurs ressources, avec leur économie. Si c'est une manipulation, comme Ben Saada l'a très très bien montré avec le rôle des États-Unis, la CIA aidée par Google, Facebook, Twitter, c'est un bouquin qu'on a édité aux éditions Investigation, arabesque le rôle des États-Unis derrière les soi-disant les révoltes arabes. Alors là, je suis contre. Donc il faut voir ce qu'on entend par là en fait. Une révolte populaire, oui. Une ingérence et une confiscation par les grandes puissances, non. Et alors que dans le même temps, le Venezuela, la diplomatie française se montre très anti-Maduro. Alors comment expliquer ? Mais là, c'est un exemple extrêmement clair. Parce que Maduro est un président élu. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant d'élections qu'au Venezuela. Et il les gagne presque tous, pas toutes. Et donc c'est bizarre. On nous dit que les élections sont truquées. Mais de temps en temps, il les perd et il le reconnaît. Donc c'est quand même bizarre. Et le Venezuela est un pays où Chavez et à sa suite Maduro a
récupérer l'argent du pétrole qui était confisqué par Exxon, Chevron et des multinationales comme ça, et qui faisait qu'il y avait un petit pourcent de gens très riches au Venezuela, et les autres voyaient jamais un médecin, leurs enfants n'allaient pas à l'école, il n'y avait pas de boulot, les jeunes c'était dans la rue. Et donc Chavez a changé ça. Il a sorti des millions et des millions de gens de la pauvreté, il a apporté des soins de santé décents pour tout le monde, il a élevé le niveau de vie. Et là, on voit Macron et avant lui Sarko et Hollande qui montrent leur bout de leur nez et qui disent « ça nous plaît pas ». Ça nous plaît pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne laissent pas faire les multinationales étrangères qui confisquaient le pétrole comme avant. Mais Macron, qui s'occupe des problèmes de la France. Macron, je ne sais pas s'il a remarqué, mais il y a une pauvreté épouvantable en France, il y a un mécontentement social en France. Commencez par résoudre ces problèmes-là, commencez par faire payer vos amis, les oligarques français, et alors peut-être vous pourrez donner votre avis sur les autres pays du monde qui en fait sont beaucoup plus justes et s'en sortent beaucoup mieux que vous. D'accord. Vous avez contribué à populariser le concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc, la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé. Meilleur exemple, Israël et la Palestine. On n'arrête pas de nous dire que les Palestiniens attaquent Israël. C'est quand même curieux. Israël les a chassés de leur pays, donc c'est lui l'agresseur. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser le débat, c'est-à-dire empêcher... Vous savez, quand il y a une guerre, il y a toujours forcément au moins deux avis. Et donc, un spectateur devrait entendre les deux avis pour se faire son opinion. Et nous, à la télé, on a un seul avis. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il faut toujours être pour la guerre. C'est patriotique, c'est humanitaire. Et donc, voilà, ces 5 principes de la propagande de guerre, c'est ça qui est derrière ce que j'ai appelé le média mensonge. Je ne veux pas dire par là que les journalistes sont tous pourris. Je veux dire que le système des médias auxquels nous sommes soumis en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est un système qui, comme le disait Herman et Chomsky dans ce livre « Fabriquer un consentement » que nous avons réédité là, et qui, à mon avis, le livre qui explique le mieux les problèmes des médias en Occident, il disait, voilà, les médias ne sont pas là pour informer le public, mais pour lui faire accepter les décisions, les choix, les stratégies des gouvernements. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner d'ailleurs un exemple ? Est-ce que la Libye... La Libye est tout à fait un exemple. J'en ai dans mes livres donné des exemples tout plein. Et il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que aucun des journalistes de ces journaux télévisés, de ces grandes émissions d'information, aucun de ces médias n'a accepté un débat contradictoire sur les exemples que je donnais de médias mensonges. Dans le cas de la Libye, on nous a dit que Kadhafi faisait bombarder, mitrailler la population qui manifestait, qu'il y avait 6 000, 10 000 morts, tous les jours les chiffres gonflaient. Et en réalité, c'était une invention complète. Et l'ancien ambassadeur de France, des représentants d'Amnesty, pas du tout favorables à Kadhafi, ont dit que non, ça ne s'était absolument pas passé, c'était un total fake news. Et donc maintenant, tous les professionnels le savent que ça ne s'est pas passé et personne ne le dit au public. Personne ne dit « on vous a manipulé, on vous a embarqué pour approuver la guerre de Sarko », alors que il y avait un problème, il y avait des affrontements limités, des morts des deux côtés, et tout ça pouvait et devait se résoudre par la négociation. Et ça a été refusé parce que le but n'était pas d'aider les populations, le but de Sarko, Juppé, Hillary Clinton, etc., était de faire main basse sur l'argent, sur le pétrole de Kadhafi, sur ses réserves en argent,
pays qui n'était pas endetté, c'est extrêmement rare, qu'on ne pouvait pas faire chanter, et un pays qui servait de banquier alternatif, de FMI alternatif pour les pays africains qui voulaient échapper au chantage justement du FMI, de la Banque mondiale, des multinationales, et qui leur faisait un développement. Donc on a vraiment tué un peu un sponsor de l'Afrique en l'assassinant, ce qui était le plan depuis le début. Donc la campagne de Libye, c'est vraiment un festival de fake news, et la grande question c'est pourquoi les journalistes qui ont fait ça refusent qu'on en débatte et qu'on en discute maintenant. Pourquoi il faut tourner la page et oublier ce qui s'est passé, alors que les résultats sont catastrophiques. On nous avait dit on va apporter la démocratie, c'est quand même rigolo. En Libye, maintenant, vous avez 2 ou 3 ou 4 gouvernements, vous avez la chasse aux Noirs, la chasse aux immigrés, la chasse aux femmes, vous avez de l'esclavage, c'est un foyer de terrorisme. Donc c'est catastrophique l'intervention de l'Occident. Donc vous estimez que les médias occidentaux, en général, sont assez suivistes dans la politique étrangère de leur pays? Je ne vais pas dire qu'il n'y a que les médias occidentaux qui font ça. Je pense que c'est quelque chose qui se produit un peu partout. Mais moi, je travaille là où je vis, sur ce que je lis, ce que je vois, ce qui influence les gens qui sont autour de moi. Donc je pense que dans chaque pays, c'est quelque chose qui doit être fait. Mais effectivement, les médias occidentaux sont plus que suivis, ils sont complètement intégrés. Donc j'aimerais vous poser aussi les questions qui fâchent. Quand on tape votre nom sur Google, la première vidéo sur laquelle on tombe, c'est « Comment Israël manipule Internet et l'opinion ». Est-ce que vous êtes antisémite? Je ne suis pas antisémite. J'ai combattu toute ma vie contre le racisme. Je me suis fait arrêter déjà 2-3 fois quand j'étais jeune pour des manifestations antiracistes par rapport à la police de Bruxelles, où il y avait des grands problèmes quand j'étais jeune. Et ceux qui m'accusent d'antisémite sont incapables de citer une phrase d'une vidéo, une ligne d'un article ou d'un livre. Ils prennent toujours soin d'éviter l'article, le livre où je me suis exprimé sur Israël, c'est-à-dire Israël, parlons-en, et personne n'a jamais été capable de montrer une seule ligne là-dedans qui serait raciste. Mais en tout cas, le racisme anti-juif, c'est ignoble, c'est scandaleux, je le combats partout où je le rencontre, comme tous les autres racismes. D'accord. Et notamment, vous avez écrit aussi le livre « Pourquoi Soral séduit ». Et quelles sont vos relations avec Alain Soral? Mais je pense que Soral est peut-être bien l'intellectuel français qui a été le plus populaire dans la jeunesse, qui a encore beaucoup d'influence, et je pense que cette influence est négative. Parce que, en fait, il surfe sur des mécontentements, sur le mépris envers la jeunesse, sur le mépris envers les immigrés, et il surfe sur ce sentiment d'une grande partie de l'opinion en France que ce sont des guerres injustes, que ce sont des guerres coloniales et racistes. Le problème n'est pas de dénoncer telle ou telle chose plus ou moins bien. Le problème est où on veut emmener les gens. Et donc, dans le livre en question, j'ai montré que Soral combattait les guerres des États-Unis, mais pas tellement celles de la France, qu'à propos de l'Algérie, il disait que finalement c'était beaucoup mieux quand l'Algérie était sous le colonialisme français, ce qui est scandaleux parce que le colonialisme français, ça a été des massacres épouvantables, un pillage de l'agriculture et des richesses et vraiment une grande destruction, plus le rôle très trouble de la France dans la décennie noire. Donc ça, je trouvais vraiment une phrase tout à fait coloniale de Soral. Et Soral emmène les gens vers la haine contre le juif, précisément. Il assimile complètement Israël et les juifs, et il dit qu'il n'est pas anti-juif, mais il faut le lire dans le texte, et on voit bien que si. Et donc, Soral roule pour le FN, qui selon moi est une fausse alternative, une fausse résistance, qui est un parti vraiment patronal quand on lit son programme. Et donc je pense que Soral est un danger pour les gens qui veulent résister au système et aux injustices et aux guerres, parce qu'il les emmène vers quelque chose qui, historiquement, justement, a toujours renforcé le système. Vous savez, Hitler, il avait, dans les années 20, au début des années 30, de grands discours contre les banques, contre le grand capital, etc. C'était des grands discours. Mais il était payé par le grand capital et les banques, et il a mené leur politique. Et il a commis des crimes épouvantables au service du grand capital allemand. Donc je crois que
on devrait avoir un débat. Malheureusement, Soral a refusé le débat débat contradictoire que je lui avais proposé pour que les gens puissent se faire leur opinion. Il faudrait un débat, justement, sur toutes ces leçons de l'histoire pour ne pas recommencer les grosses erreurs qu'on a eues dans le passé. Donc, ni antisémite, ni soralien, ni conspirationniste, ni complotiste? Non. Écoutez... Vous avez d'ailleurs un procès, que vous avez intenté. J'ai fait un procès en Suisse contre quelqu'un qui m'avait déclaré antisémite, il a été condamné. J'ai fait un procès contre M. Reichstadt, qui est un petit protégé de BHL, qui m'a traité... Mais là, oui, il a fait très fort. Dans un film diffusé malheureusement sur France Télévisions, il m'a accusé à la fois d'être le défenseur de Bachar et à la fois le complice de Daesh. Donc c'est vraiment très fort. Vous parliez de médias mensonges. Est-ce que les fake news peuvent être considérés comme un média mensonge? Premièrement, on parle beaucoup des fake news maintenant, mais ça a toujours existé. Toute guerre a toujours été accompagnée de mensonges. Deuxièmement, les plus grands producteurs de fake news pour la zone du monde où je vis, ce sont justement les gouvernements français, états-uniens, britanniques, belges, etc., et les médias qui travaillent avec. Donc c'est un peu bizarre de voir cette chasse aux sorcières où le loup crie au loup, c'est n'importe quoi. En fait, je pense que la raison pour faire ça, c'est un problème économique et politique. Le problème économique, c'est que la presse traditionnelle a une crise économique, elle est moins rentable, elle a la concurrence de Google, Facebook, etc., mais aussi la concurrence de médias indépendants sur Internet, et puis aussi la concurrence de médias d'autres pays. Et donc, ils ont un problème économique, ils essayent tout simplement d'éliminer des concurrents, de les discréditer, mais il y a aussi un problème politique et moral. La profession de journaliste, avant, c'était en France, dans l'Occident, c'était très réputé, c'était chic. Et maintenant, il y a une énorme méfiance. Moi, je ne suis pas dans tous les journalistes sont pourris, mais dans le système des médias, ne laisse pas les journalistes faire correctement leur travail. Ça, oui, j'en suis convaincu. Et donc, toute cette histoire, tout ce faux débat sur les fake... Enfin, de toute façon, ils refusent le débat sur les fake news, justement. Tout ça, c'est une arme pour essayer d'avoir le monopole, comme je le disais. Faire de la propagande de guerre, ça veut dire avoir le monopole, empêcher les contestations. Donc, je crois que le public a vraiment intérêt à se méfier quand on lui dit fake news. Allez, ne nous laissons pas impressionner par des étiquettes. Allons voir le fond des problèmes, ce que disent les uns et les autres, et essayons de nous faire une opinion très objective. Donc, quel conseil aussi, peut-être ma dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes journalistes à l'heure actuelle? Quelle est votre vision de journalisme? C'est compliqué, parce que si on veut faire une carrière dans le journalisme en France et dans des pays comme ça, il faut pouvoir manger, et donc la question c'est qui va payer. Et quand je vois que 7 ou 8 milliardaires possèdent quasiment 80% de la presse française, on a un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'ils vont laisser passer des infos qui contredisent leurs intérêts? Et quand ce n'est pas les milliardaires qui possèdent, c'est la publicité qui est faite par la pub qui paye les médias. C'est une vingtaine de grosses multinationales qui, évidemment, ne voudront pas qu'on parle de leurs intérêts. Donc les jeunes journalistes ont un très grand problème de survie économique. S'ils parviennent à trouver un endroit où ils peuvent faire quand même leur travail selon leur conscience, alors je crois que le conseil à donner, c'est de tout le temps se remettre en question, tout le temps aller se placer du côté des victimes, aller dans le tiers-monde, aller chez les gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la misère, aller chez les gens qui sont ignorés du système des médias. C'est là que se trouve la vérité, c'est là que vous allez trouver votre éthique professionnelle.